Le milieu des affaires a toujours fait preuve de résilience. Il a la capacité de s'adapter, d'innover et de se réinventer. C'est un terreau fertile, riche en possibilités, un écosystème visionnaire, habité par d'audacieuses ambitions en quête des plus hauts sommets. Il crée des ponts, bâtit des relations. Le milieu des affaires reconnaît l'importance du savoir et de l'inventivité. Il se préoccupe de la société et de nos enjeux collectifs. Le milieu des affaires, c'est un organe vital de notre tissu social et économique. Le milieu des affaires, c'est nous tous. Ensemble, posons un regard éclairé sur la situation. Prenons la pleine mesure du défi qui se présente à nous. Partageons notre savoir-faire. Alimentons la réflexion. Saisissons l'occasion et repérons les actions qui nous permettront de créer de la richesse en visant une économie forte, innovante, verte et inclusive. Ensemble, soutenons les secteurs stratégiques de la métropole. Engageons-nous pour l'économie du Grand Montréal. Bonjour tout le monde. Très heureux aujourd'hui de tenir un événement dans le cadre de Relançons Montréal. Tous ceux qui ont été avec nous tout l'automne ont bien vu à quel point c'est un mouvement qui est essentiel, qui repose sur l'engagement de tout le monde. Et aujourd'hui, très heureux aussi que ce soit en, je dirais, quasi semi-présentiel parce qu'on est au Palais des Congrès avec les gens qui vont animer puis qui vont débattre dans le panel plus tard. Et je voulais dire à tout le monde qui nous écoute que pour venir ici, on traverse en bas le grand hall où on voit des gens qui vont se faire vacciner. Alors, c'est vrai, ça se passe maintenant et il y a quelque chose là-dedans, je trouve, qui est un message très positif, surtout quand on va discuter de la relance aujourd'hui. Je veux remercier Véronique Proulx qui est avec nous aujourd'hui, évidemment, la présidente directrice générale du manufacturier exportateur et exportateur du Québec, le MEC. Sylvie Pinsonneau, Madame Sylvie Pinsonneau, c'est ça, Sylvie, qui est la première vice-présidente stratégie et solutions d'affaires chez Investissement Québec. Merci beaucoup à toutes les deux. Depuis très longtemps, le mouvement Relançons Montréal a été pensé en fonction de se mobiliser, mais se mobiliser avec les acteurs terrain, se mobiliser avec le milieu. Dès le début, il est devenu évident qu'il y a une chambre de commerce a un rôle à jouer, mais qu'il y a énormément de plateformes de mobilisation. Il y a des organisations comme Investissement Québec qui jouent des rôles de première ligne dans le cadre et de la pandémie, des mesures d'adaptation et de la relance. Et donc, aujourd'hui, on poursuit dans cette voie qui est de travailler avec les acteurs pour faire en sorte qu'on pose les bons constats, qu'on décide des bonnes priorités et éventuellement que le passage à l'action se fasse le plus rapidement possible. On va parler du secteur manufacturier. On se le dit, le secteur manufacturier a été un secteur drôlement ou particulièrement affecté durant cette pandémie. D'abord parce qu'il a été fermé, comme tous les autres secteurs, au début de la pandémie, quand on a eu le grand confinement. Et la chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'était particulier au Québec. Ailleurs, on n'a pas fermé les secteurs manufacturiers. On les a d'emblée considérés comme des secteurs essentiels. Donc, c'est un secteur qui a été plus touché ici qu'ailleurs. D'autant plus qu'ailleurs, si on n'était pas confiné, on pouvait garder ses clients, livrer ce qu'on avait à livrer et éventuellement s'en sortir des premiers mois moins amochés. Par la suite, on a vu le fort rebond durant l'été et depuis ce temps-là, ce qu'on voit, c'est que c'est un secteur qui, durant cette pandémie, au sortir de la pandémie, est quand même très robuste. Il s'est ajusté. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises qui ont fait preuve d'agilité, qui ont transformé leur production, développé des nouveaux produits liés à la pandémie. Et ça, en soi, ça témoigne non seulement de la robustesse, mais de l'agilité de ce secteur-là. Aujourd'hui, il va y avoir un panel qui va en débattre, mais clairement, il y a des enjeux pré-pandémie qui sont toujours aussi importants. Il y avait tout un grand chantier d'automatisation, de numérisation des processus, dans le fond, d'augmentation de la productivité par des investissements en équipement, en formation, qui ne doit pas s'arrêter, au contraire, qui doit s'accélérer. Et il y a un autre grand défi qui est celui de la main-d'œuvre. Et j'imagine que Véronique va en parler. Tout le monde le sait, la pénurie de main-d'œuvre qui existait avant la pandémie va exister après la pandémie, à l'évidence,
mais déjà dans plusieurs de nos secteurs, c'est présent. Et donc, beaucoup d'actions qui sont requises maintenant pour réussir la relance vont adresser, vont viser ces grands enjeux qui étaient présents avant et qu'il faudra trouver des solutions maintenant et rapidement. Je vais compléter rapidement en vous disant, je reste ici, je vais écouter tout ce qui se dit. J'aurai l'occasion peut-être de refermer par la suite, mais je nous souhaite beaucoup d'échanges éclairants et sur ce, je souhaite la parole à Véronique qui va nous dresser l'état des lieux et par la suite, il y aura le panel. À toi, Véronique. Excellent, merci. Alors, bonjour à tous. Merci à la Chambre pour cette belle invitation. Merci, Michel. Alors, depuis le début de la COVID, ça a été une opportunité pour collaborer davantage ensemble, se parler à chaque semaine aussi sur le secteur manufacturier, mais d'autres dossiers qui sont importants pour le Grand Montréal et qui ont une incidence sur le secteur manufacturier. Alors, je suis très heureuse d'être ici pour faire un peu le portrait de comment ça se passe dans le secteur manufacturier. Alors, Michel le mentionnait au départ, lorsque la crise a frappé, une partie du secteur a été fermée. Et lorsqu'on sondait les entreprises partout à travers le Québec et dans le Grand Montréal ici, aussi, plusieurs s'attendaient à avoir une baisse de leurs revenus de 20 à 50 au cours de la prochaine année. Alors, si on regarde la situation aujourd'hui, presque un an après le début de la pandémie, la situation est très différente. C'est-à-dire que le secteur manufacturier est revenu à 97 du niveau d'emploi lorsqu'on le compare à la pré-pandémie. C'est donc dire que la plupart des entreprises ont rappelé une bonne majorité de leurs travailleurs et il y a certains secteurs qui vont très, très bien. Je pense à l'agroalimentaire, au secteur automobile, tout ce qui touche les matériaux de construction aussi, les produits récréatifs, ce sont des entreprises qui ont vraiment le vent dans les voiles. Il y a tout de même certains secteurs qui sont plus touchés, qui sont encore affectés. On pense notamment à l'aérospatiale pour qui la situation est particulièrement difficile. Mais somme toute, ça se passe quand même bien dans le secteur manufacturier québécois. Une fois que j'ai dit ça, il y a quand même trois grands défis qui guettent le secteur manufacturier québécois. Trois défis qui étaient là avant la crise, mais je vous dirais qu'ils ont été exacerbés avec la crise. Alors, le premier, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre. Le deuxième, toute la question de la productivité et l'innovation. Et finalement, le troisième, c'est celui de l'exportation. Alors, écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, je vous dirais que c'est le défi numéro 1 des manufacturiers québécois. C'est vrai au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent, c'est vrai à Montréal aussi. On a autant de difficultés maintenant qu'avant la crise à trouver des manutentionnaires, des journaliers, donc des gens dans les postes d'entrée, autant que des soudeurs ou des techniciens en génie mécanique. Et ce, malgré le fait qu'on compte plus de 100 000 chômeurs à travers le Québec présentement. Et c'est clair que cette pénurie de main-d'œuvre-là, dans un contexte COVID, ça a un impact important sur les décisions d'investissement et sur la compétitivité de nos manufacturiers. Alors, il y a une étude de la BDC qui date de quelques temps, mais qui est toujours pertinente, qui démontrait que la moitié des entreprises canadiennes sondées reportaient leurs projets d'investissement faute d'avoir les talents ou d'avoir les travailleurs ou les talents nécessaires. C'est effectivement vrai, puis on le constate lorsqu'on parle avec des gens partout dans tous les secteurs, dans tous les sous-secteurs d'activité manufacturier. Plusieurs nous disent, mais si j'investis, je n'ai pas l'expertise pour réaliser mes projets d'automatisation, de robotisation, et est-ce que je vais avoir les talents nécessaires par la suite pour pouvoir opérationnaliser tous les changements que je vais faire? Il y a aussi la question que la pénurie de main-d'œuvre, ça a une incidence directe sur les coûts des entreprises. Alors, plusieurs me parlent de plusieurs millions de dollars en frais additionnels qu'ils doivent engager chaque année, soit parce qu'ils doivent sous-traiter certains volets de leur production. Certains doivent prendre des travailleurs, souvent issus de l'immigration, qui sont à Montréal, les voyager dans différentes régions du Québec. Il y a des coûts additionnels. Alors, encore une fois, ça a un impact très direct sur la compétitivité du secteur. Et finalement, je dirais que la disponibilité de la main-d'œuvre, c'est aussi un facteur qui fait en sorte qu'on décide d'investir au Québec ou non. Alors qu'on soit une filiale d'entreprise étrangère et qu'on veut investir pour automatiser, robotiser nos usines, ou on est une entreprise dont le siège social est établi ici, on a une croissance de la demande, je pense aux gens dans le secteur de la construction. Est-ce qu'on choisit d'investir au Québec, sachant qu'on n'aura pas nécessairement les travailleurs dont on a besoin, ou on va aller ailleurs dans le monde? Alors, la question de la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas juste de répondre à la demande, c'est vraiment un enjeu important sur la compétitivité des entreprises québécoises. Et puis, on va parler beaucoup d'automatisation, de robotisation aussi aujourd'hui. Et les gouvernements vont souvent nous dire, les entreprises ont juste à investir davantage en automatisation. Oui, c'est vrai, mais encore, le problème fondamental, c'est que le bassin de travailleurs au Québec qui ont des connaissances, des compétences ou de l'intérêt pour travailler dans le secteur manufacturier, il n'est pas assez grand. Alors, on a beau automatiser, robotiser, ce qu'on veut faire quand on fait ça, c'est être plus productif, plus compétitif, augmenter nos parts de marché et créer encore plus d'emplois. Mais si le bassin n'est pas assez grand de travailleurs, ça ne répond pas à cette problématique-là.
Alors, je vous dirais que c'est un dossier, je conclus sur ce volet-là, c'est un dossier qui est très politique. C'est un dossier où on interpelle le gouvernement provincial pour qu'il hausse les seuils d'immigration. C'est un dossier où on interpelle le gouvernement fédéral pour qu'il puisse revoir les critères du programme des travailleurs étrangers temporaires qui permet à plusieurs entreprises d'avoir accès à des travailleurs plus spécialisés. Mais je vous dirais que malheureusement, les deux gouvernements se lancent la balle sur ce dossier-là. Alors, je pense qu'on a avantage à tous travailler ensemble, à faire valoir quels sont les besoins des manufacturiers et encore une fois, de l'impact sur leur compétitivité. Et je conclus en disant, le secteur manufacturier québécois, je vous le disais au départ, va quand même bien. On a vraiment la capacité de remettre l'économie du Québec sur les rails. On est aussi aujourd'hui, on parle de Relançons Montréal. C'est particulièrement vrai pour le Grand Montréal, où on a un très grand bassin d'entreprises manufacturières, souvent dans les secteurs hautement technologiques. On a la capacité de relancer l'économie, mais encore faut-il avoir accès aux travailleurs dont on a besoin. Le deuxième grand défi, c'est celui de la productivité. Je l'ai effleuré un peu en parlant de la pénurie de main-d'œuvre. Le Canada a un retard de productivité important, on le sait, et cet écart-là continue à se creuser. Alors, lorsqu'on regarde des données, c'est Statistique Canada qui produit ces données-là, il y a une analyse qui avait été faite où on comparait la croissance des investissements qui sont faits dans le secteur, en machinerie et en équipement. Alors, le Canada, au cours des 5 dernières années, a eu une croissance de 8,8 %. Il arrive avant-dernier après l'Italie. En tête de file, on a le Royaume-Uni avec 30 % et les États-Unis deuxième avec 23,4 %. Alors, clairement, non seulement ce retard-là existait, mais il se creuse année après année et ça a une incidence, bien sûr, sur notre compétitivité et la pérennité de notre secteur ici au Québec et au Canada. Et c'est sûr que dans un contexte COVID, ce problème-là, je voudrais être encore plus exacerbé. Depuis le début de la crise, certaines entreprises ont choisi d'aller de l'avant, investissent dans des projets, puis je pense qu'on va en entendre plusieurs dans le panel tout à l'heure. Investissement Québec est venu en aide auprès de plusieurs entreprises aussi, mais d'autres entreprises ont choisi de laisser leurs projets de côté puisqu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes devant nous. Alors, certains ont été plus frileux, ont mis ces projets-là et malheureusement, bien, ça va venir creuser encore une fois ce retard-là que l'on a. Alors, je le mentionnais, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place tout au long de la crise, notamment des mesures financières, mais aussi d'accompagnement dans le cadre de la restructuration d'Investissement Québec. Je pense que c'est bien, je pense qu'on va dans la bonne direction, mais j'ai envie de vous dire qu'il faut aller un peu plus loin. Lorsqu'on consulte les manufacturiers, notamment dans le Grand Montréal, on avait fait une consultation l'été dernier, les gens nous disaient clairement, les programmes, c'est bien, mais si on veut investir davantage, ça prend des mesures fiscales, des incitatifs qui ont beaucoup plus d'impact. Donc, on parle de crédit d'impôt à la R&D qui serait rehaussé pour stimuler l'investissement, l'innovation et la R&D, mais également des crédits d'impôt à l'investissement avec un taux plus important pour que ça représente un réel incitatif à l'investissement. Et à titre d'exemple, le taux du crédit d'impôt présentement pour Montréal et les régions centres est 10 %, région intermédiaire 15 %, région éloignée 20 %. La question de l'innovation et de la productivité, ce n'est pas juste un problème de région éloignée, c'est vrai à Montréal, c'est vrai partout à travers le Québec. Donc, le gouvernement doit être capable de mettre en place des mesures qui vont stimuler, qui vont représenter encore une fois un incitatif plus important pour amener les manufacturiers québécois à investir. Puis il y a l'aspect financier, donc les mesures fiscales, il y a les programmes, puis encore une fois, il y a l'accompagnement technique. Et là encore, je pense que la restructuration d'IQ, et Sylvie va certainement en reparler, va permettre d'aider ces PME manufacturières à aller de l'avant avec leurs projets d'investissement, à dérisquer l'opération et aussi à leur donner l'accompagnement nécessaire pour pouvoir trouver toutes les ressources dont elles ont besoin pour réaliser leurs projets. Alors, écoutez, j'arrive au troisième grand défi qui est celui de l'exportation. Alors, il faut se rappeler que le secteur manufacturier québécois représente 89 % de nos exportations. Alors, on est un grand vecteur de développement économique, un grand vecteur de création de richesse. La grande proportion de ce qui est exporté vient du secteur manufacturier. Et c'est pourquoi, encore une fois, je pense que le secteur manufacturier du Grand Montréal, du Québec, a la capacité de remettre l'économie sur les rails, surtout compte tenu de la posture dans laquelle nous sommes présentement. Une fois qu'on a dit ça, on voit quand même qu'il y a eu un recul des exportations lors de la mise à jour, lors de l'énoncé économique du Québec en novembre dernier. Le gouvernement constatait ou prévoyait une baisse de 8,9 % de nos exportations. Alors, ça nous rappelle encore une fois l'importance d'investir parce que si on a accès aux talents dont on a besoin, travailleurs spécialisés, plus spécialisés, si on investit et on est plus productif, plus compétitif, on va être plus compétitif à l'international, on va être capable d'augmenter nos parts de marché. Maintenant, c'est clair, encore une fois, que dans un contexte COVID, l'exportation, ce n'est pas aussi facile que ça l'était par le passé, quoique ça n'a jamais été très facile.
Maintenant, on peut difficilement se déplacer. La réglementation et je vous dirais les contraintes à la frontière font en sorte que c'est difficile d'aller rencontrer des clients, d'aller rencontrer des distributeurs. On n'a plus accès aux foires commerciales. Donc, lorsqu'on veut développer un nouveau marché, je pense souvent, surtout aux nouveaux exportateurs, c'est très difficile de partir de zéro, de ne pas être capable de se rendre sur le marché, de voir qui sont nos clients, qui sont nos concurrents, quels sont les réseaux de distribution. Alors, il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits dans le marketing de contenu, le marketing numérique pour être capable de se faire connaître sur les marchés internationaux. On va aussi avoir besoin d'accompagnement de la part du gouvernement du Québec, de tout l'écosystème qui vient en aide en exportation. La Chambre est un joueur important en ce sens-là aussi, pour être capable de trouver les bons réseaux de distribution, d'avoir accès aux contacts dont on a besoin pour développer des marchés. Et je vous dirais que l'impact, on ne va pas le sentir à court terme, mais c'est vraiment dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le fait d'être peu actif dans le développement de nouveaux marchés, ça va avoir un effet direct sur nos volumes d'exportation. Alors, c'est pourquoi je pense encore une fois que le gouvernement a un rôle important à jouer, mais j'interpelle tous les exportateurs qui nous écoutent aujourd'hui ou les manufacturiers qui nous écoutent également. L'écosystème est très vaste. Il faut être capable d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des partenaires qui sont là pour vous accompagner. Et j'ai envie de dire que dans un contexte COVID, je pense qu'ils sont encore plus pertinents que jamais. Ils sont là et disponibles. Il faut faire appel à eux. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Très, très, très intéressant. Alors, on va poursuivre avec nos panélistes. Mais avant de poursuivre, j'aurais le goût de vous présenter la vidéo de notre grande initiative Productivité Innovation. Productivité Innovation, en fait, ça répond à plusieurs des enjeux que Véronique a présentés tout à l'heure, mais le grand objectif de cette initiative-là, c'est de propulser la compétitivité de nos entreprises, notamment manufacturières et tous les secteurs qui gravitent alentour du manufacturier. Comment on va faire ça? On va travailler sur l'innovation, on va travailler sur la productivité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Investissement Québec, depuis les derniers mois, depuis sa nouvelle loi, on a maintenant le volet accompagnement chez nous qui est intégré au volet financement. Alors, on se positionne dorénavant comme un créateur de croissance parce qu'on offre des solutions créatives aux entreprises, tant du côté accompagnement technologique, accompagnement à l'exportation et accompagnement au niveau stratégique également. Et de notre côté, on a aussi nos équipes de financement et on travaille main dans la main pour vraiment propulser la croissance des entreprises. Comme Véronique le disait, l'enjeu de la compétitivité, de la productivité est absolument criant. C'est très important. On va en parler aujourd'hui. On va parler aussi avec nos panélistes de tout l'aspect. Est-ce que c'est vrai? Il y a un mythe qui court que lorsqu'on s'automatise, on se robotise, on crée moins d'emplois. Plusieurs études démontrent que c'est faux. Alors, on va en parler aussi. Et ça nous amène aussi à parler de gestion du changement. Comment on amène nos entreprises à se mobiliser lorsqu'on arrive avec des projets d'automatisation? Et finalement, la formation qui est absolument critique pour maximiser nos chances de succès. Alors, ceci m'amène à vous présenter. Moi, je suis très heureuse parce que je suis contente. Ça fait longtemps j'aime ça voir des manufacturiers. Alors, j'aime ça voir des entrepreneurs. Ça me rend vraiment heureuse. Puis, on a une journée exceptionnelle. Il y a ce soleil. On est vendredi. Alors, merci d'être avec nous. Je vais commencer avec Benoît Brouillette, directeur général de La Place, une compagnie que je connais bien, une compagnie très, 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 je dirais, productive, innovante avec l'intelligence artificielle et beaucoup de choses développées à l'interne. Tu vas nous en parler un petit peu, Benoît. Je me permets de tutoyer Benoît parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et puis j'adore son entreprise. Renée Demers, présidente de Atelier d'usinage Kenville, que je ne connaissais pas, Renée, qu'on a eu la chance d'échanger tout à l'heure et puis beaucoup de vision dans cette chef d'entreprise-là. Bravo, Renée. J'ai hâte d'aller visiter ton entreprise bientôt. Louis-Joseph Lécuyer, que je connais aussi très bien. J'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises visiter l'entreprise Kinova. Alors, Louis-Joseph est chef de l'exploitation de Kinova, qui est un bras robotisé et qui a le vent dans les voiles. Et Pascal Lavoie, directeur technique de Héroux DevTech, l'usine de Longueuil. On passe souvent devant cette usine-là. Je n'ai pas eu la chance de la visiter, mais ça fait partie de mon bucket list. C'est sûr, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Pascal et Pascal est très, très avancé au niveau de la donnée, la connexion de la donnée, de la valorisation de la donnée. Et ça, c'est très important pour être plus productif et compétitif. Alors, sur ça, on va commencer tout de suite. Il nous reste seulement une quarantaine de minutes et le temps file assez rapidement.
Pas que je veux m'éterniser sur la COVID, on en a parlé de long en large. Il n'y a pas une journée, quand on regarde les journaux, qu'on ne parle pas de COVID. Moi, je commence à me dire, bon, peut-être qu'on peut parler d'autres sujets, dont la relance économique, mais on va quand même commencer juste pour avoir un fil conducteur qui va nous amener sur nos thématiques, notamment de productivité et d'innovation, avec une question sur comment la COVID a impacté votre entreprise, comment vous vous trouvez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur? Puis en même temps, un peu de parler de votre entreprise pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps dans la suite des choses pour bien couvrir vos secteurs d'activité, mais ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Alors, peut-être que je pourrais commencer avec René. Alors, parlez-nous un petit peu de comment la COVID a changé les choses chez vous et aussi comment ça se positionne pour le futur. Puis en même temps, c'est quoi que ça fait dans la vie de ton entreprise? Alors, Atelier d'usinage Kenville, on est situé à Valleyfield. On est une quarantaine d'employés. On est dans l'entretien et réparation pour les entreprises qui nous entourent de la région depuis des années, fondée en 1903. Alors, on travaille aussi dans le transport terrestre, pièces d'origine pour les donneurs d'ordre comme Siemens, Alstom. Dans l'infrastructure aussi, par exemple, comme les projets du Pont Champlain, Autoroute 30 maintenant, le REM. Alors, une entreprise avec des secteurs diversifiés, donc usinage, soudure, assemblage, du clé en main. La COVID, qu'est-ce que ça a fait chez nous? On était chanceux parce que notre clientèle était essentielle. Donc, automatiquement, on a eu du ministère notre lettre comme quoi on se devait de continuer, qu'on était essentiel dans les services qu'on offrait. Donc, on a quand même respecté les demandes du gouvernement de couper dans le personnel pendant les temps requis. Par la suite, tous les employés sont revenus, donc on se compte chanceux dans notre domaine d'avoir pu continuer à desservir nos clients de la meilleure façon dans la situation dans laquelle on était. Parfait, parfait. Et Louis-Joseph, de ton côté, je pense que ça s'est transposé en plusieurs nouvelles opportunités, oui, effectivement. Si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Bien, dans le fond, chez Knova, là, on est plus de 180 employés. On est dans le domaine là, principalement médical et industriel. Donc, au niveau médical, autant des bras robotisés qui sont installés sur des fauteuils motorisés que des bras qui vont dans des hôpitaux pour faire des opérations chirurgicales. Et de plus en plus, on est impliqué au niveau du domaine industriel. Fait que vraiment on se positionne vraiment comme un partenaire de robotisation là, pour les entreprises médicales et industrielles. Donc, c'est certain que la COVID a eu un petit impact au début, mais on n'a pas arrêté d'investir à travers cette période-là. Donc, on a un petit impact au niveau de nos employés. On est resté en communication avec eux, on est resté très près de nos employés, ce qui fait qu'on est très fiers aujourd'hui de dire qu'on est revenu à la normale, on est revenu en très forte croissance malgré cet impact-là de la COVID. Donc, on est très fiers là, d'être revenu à la normale et d'avoir une croissance là, très positive qui s'en vient devant nous. Merveilleux, merveilleux. Benoît, chez La Place, comment ça se passe? Oui, donc La Place, nous, on confectionne et fabrique des solutions d'échantillonnage pour la détection de pathogènes, principalement dans l'industrie agroalimentaire. 95 % de notre clientèle est à l'extérieur du Canada. On distribue dans 60 pays. Donc, la COVID, on l'a vécu pas juste au Québec, on l'a vécu à rebours avec les initiatives et même certaines sont encore en cours. Chez nous, comme on fournit la sécurité alimentaire, on a été classé essentiel également. Mais naturellement, on est à l'international, donc on a vécu les fermetures, les changements, les supply chains à revoir, donc beaucoup d'impact. Cependant, je pense que c'est dans les pires moments qu'on retrouve nos bons partenaires. Donc, on s'est vraiment solidifié dans notre réseau. On survit très bien à la COVID, mais on a un peu de retard dans mes ambitions de croissance qu'on avait, disons. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à pousser nos projets, nous faire une belle plateforme pour être capable de relancer la machine par la suite. Merveilleux, c'est des bonnes nouvelles, ça. C'est impressionnant de voir le nombre de pays que La Place est actif à l'exportation. Très impressionnant, bravo. Pascal, de ton côté, domaine de l'aérospatial, on entend souvent, bon, il y a certains ralentissements de ce côté-là, mais pas du côté de la défense que j'ai appris. En effet, Aérodeftek, on est le 3e fabricant mondial de trains d'atterrissage. On est aussi dans les actionnaires de vol. En effet, le côté de l'aviation civile a écopé très dur. On ne voit pas
On ne voit pas un rebondissement avant les 2-3 prochaines années, mais on a la chance d'être bien diversifié aussi dans le niveau de la défense, notamment sur les gros porteurs militaires qui ont eu à continuer à voler beaucoup pendant la pandémie pour faire le transport de marchandises. Donc, on est autant dans la fabrication neuve que dans la réparation-entretien. Fait que c'est un domaine qui nous a permis de rester ouvert en étant considéré comme essentiel. Puis, on profite de cette pause-là pour se positionner pour la reprise. Qu'on va savoir quand même assez intense quand ça va repartir. Fait que, on est en train de se positionner pour être prêt à ça. Merveilleux, merveilleux. On regarde en avant, hein, on regarde relance, c'est excellent. Si je vous demandais, on parle beaucoup de productivité, d'innovation, et vous êtes je pense que vous êtes des chefs d'entreprise innovants, vous avez une belle vision pour le futur. Alors, si je vous demandais de parler comment cet impact-là d'innovation, de productivité, quel impact ça a sur votre entreprise? Parce que ça amène des changements, veut pas, quand on prend ces voies-là. Et peut-être nous parler de l'histoire, justement, de votre entreprise par rapport à la thématique productivité et innovation. Qui veut se lancer? On parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre avant que le panel commence. Je pense qu'on l'avait tous vécu, chacun un peu différemment dans nos entreprises, mais c'était un thème qui revenait. On est en train de se préparer pour être capable de reprendre certains plus rapidement que d'autres. Fait que l'innovation, elle est là, elle est à être prête, qu'on soit prêt à innover, à continuer d'innover quand les choses vont repartir. Pour Héroux-Devtech, on est historiquement une usine en réparation-entretien avec ce qu'on appelle du high mix, low volume, donc une grande variété de pièces dans plusieurs conditions différentes. Ça a toujours été plus difficile de pouvoir automatiser. On est en train de réussir à le faire. Les technologies sont là. L'intelligence artificielle, la robotique autonome, on voit vraiment ça s'approcher d'un niveau qu'on est capable d'opérationnaliser. Mais c'est sûr qu'on a quand même encore un peu de travail à faire. Puis là où on voit un gros gain qui s'en vient, c'est au niveau de la valorisation de la donnée. Justement, la donnée de production, ce n'est plus juste de livrer des composantes, mais d'être capable d'analyser toute la donnée qui a permis de fabriquer cette composante-là pour qu'on soit capable d'aller regarder les endroits où on a des pertes de productivité, qu'est-ce qui cause nos rejets, qu'est-ce qui cause nos reprises, pour être capable d'aller adresser ces causes fondamentales-là puis de les régler pour être capable de garder notre personnel, mais d'être capable de produire plus avec le même personnel. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on voyait, qu'on vivait avant la pandémie, bien, c'est vraiment là ce qui va nous permettre de nous démarquer quand tout va repartir. Est-ce qu'on peut dire que l'usine de Longueuil, ça sert aussi d'exemple? Il y a différentes usines pour Héroux-Devtech et c'est structuré comme des centres d'excellence. Est-ce qu'on peut dire que Longueuil sert un peu d'exemple pour les autres usines en matière d'innovation et de productivité, surtout sur la valorisation des données? Exactement, oui, tout à fait. Surtout dans notre usine de plaquage. On fait du traitement de surface. Puis c'est un domaine qui n'a pas beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Notre taux de premier succès tourne aux alentours de 85 % depuis une vingtaine d'années. Beaucoup de paramètres à prendre en compte, trop pour qu'un être humain seul soit capable de trouver la corrélation ou la causalité. Donc, c'est là qu'on voit vraiment l'avantage de pouvoir se faire aider par une intelligence artificielle. Puis, j'insiste vraiment sur le thème « aider ». On entend souvent justement ce qui était mentionné, là, que les robots, l'intelligence artificielle vont venir remplacer des gens. Notre intention, ce n'est pas là, c'est d'être capable de venir apporter des meilleures données, des meilleures analyses pour qu'on soit capable de prendre des meilleures décisions à ce moment-là. Donc, c'est vraiment vers là qu'on veut s'en aller. Puis nous, au niveau de la robotique collaborative, dans le fond, c'est un peu le même principe comme Pascal mentionne. La robotique collaborative est vraiment là pour travailler avec les travailleurs, avec les employés. C'est vraiment pas là pour justement remplacer des postes, remplacer des emplois, mais au contraire, c'est de venir faire des tâches qui sont plus répétitives, des tâches que dans beaucoup de cas, les employés, de toute façon, voudraient moins faire, voudraient pas faire, pour avoir des postes un peu plus versatiles. Donc, cette collaboration entre la robotique, les systèmes numériques et les employés, ça vient vraiment faire
un succès, puis ça vient faire que chaque employé, dans le fond, peut faire plus. Dans notre cas, peut faire plus de robots pour le même nombre d'employés et ça permet d'avoir des entreprises plus performantes, d'avoir des entreprises plus compétitives localement ici, mais aussi à l'international. Fait que nous, de toute manière, chez Kinova, on travaille ça de manière très collaborative avec les travailleurs, ce qui fait qu'ils ne voient pas un robot arriver du jour au lendemain, ils le voient venir à l'avance. C'est fait en collaboration avec les employés, ce qui fait qu'on a une très bonne transparence et mobilisation des employés. Excellent, excellent. Puis on va reparler tout à l'heure de la gestion du changement parce que vous êtes assez innovateur de ce côté-là. D'autres commentaires sur la productivité, innovation? Je pourrais reprendre ce qui se discute effectivement. Moi, dans mon milieu, bon, on ne parle pas de robotisation, mais quand même, on se doit, comme gestionnaire, d'être innovant, de continuer, de regarder la productivité parce que si on n'est pas productif puis si on n'innove pas, ben c'est malheureux, mais ça ne sera pas long qu'on ne soit plus dans le game. Donc, effectivement, qu'on doit continuer à le faire avec les employés, parce que moi, je dis toujours, ce n'est pas moi qui machine les pièces, là. J'ai des gens pour le faire, puis s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas qui on est depuis toutes ces années-là sur le marché, puis on n'aurait pas réussi à desservir nos clients, puis se classer de plus en plus à des niveaux élevés dans le marché. Donc, l'innovation passe effectivement, dans notre cas, par de la nouvelle machinerie, la formation des employés, puis de les écouter. C'est eux qui travaillent sur les équipements, alors de voir leurs besoins, puis comment on répond maintenant aux clients aussi avec les nouveaux équipements pour être plus performants puis offrir encore plus dans leurs besoins. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Nous, chez La Place, l'innovation, c'est difficile de dire quand est-ce qu'on a commencé notre processus d'innovation parce qu'on est basé sur des technologies uniques. On a une équipe d'ingénierie chez nous qui ont développé la technologie au tout début de la compagnie en 1989. C'est ça. Fait de fil en aiguille, très rapidement, la technologie, ça a toujours été une solution. Quand on voit un problème, on cherche à le régler. En 2002, on devenait ISO, donc tous les processus d'amélioration continue rentraient en place. En 2013, je suis débarqué comme coordonnateur de la qualité. J'étais assez paresseux comme enfant. Donc, ramasser les rapports de mes filles pour pouvoir les rentrer dans mon système et faire des analyses, je trouvais ça long. Donc, on a rapidement équipé de moi ce que j'appelais des cheap pads, là, des tablettes pas trop chères qui venaient de Chine, un peu tous les employés sur tous les postes pour pouvoir commencer à collecter la donnée. Puis c'est là vraiment que la donnée a commencé à prendre une grande place dans notre cheminement. On a commencé à l'étudier, on a commencé à trouver nos goulots. On s'est rendu compte que sur notre machine, il y avait des coins que ça ne marchait pas. Rapidement, avec la donnée, on s'est rendu compte que rajouter un bras robot là, ça se paierait en 3 mois, puis ça réglerait nos problèmes. Fait que naturellement, quand on a intégré des robots, ça faisait plaisir aux employés. C'est toujours un peu le processus qu'on garde vraiment proche de nos opérations au niveau de l'innovation. Le but, ce n'est pas de rentrer une nouvelle technologie. Le but, c'est de trouver une technologie qui vient supporter nos activités et qui facilite notre productivité. Excellent, excellent. Ça m'amène, on a commencé à en parler un petit peu avec Louis-Joseph. Lorsqu'on parle entre autres, l'industrie 4.0, où il y a vraiment le concept de robotisation, automatisation, tout le numérique, mais aussi l'interconnectivité, la donnée, valorisation, etc., bien, c'est sûr que ça peut, pour certains travailleurs, être un peu menaçant parce qu'ils lisent toutes sortes de choses, que les robots vont remplacer les emplois, malgré qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a quand même ces craintes-là. Quand on travaille peut-être dans un poste un peu à tâches répétitives, de se faire remplacer par des robots. Il y a différentes études qui sont sorties, puis j'en ai lu quelques-unes dernièrement, dont une de Statistique Canada et une autre de Cyrano, qui démontrent qu'au contraire, de se tourner vers le numérique, de s'assurer qu'on est productif, innovant, bien, ça assure notre pérennité. Et qu'au contraire, il n'y a pas de perte d'emploi comme telle, il y a une évolution des emplois et on enlève des tâches non répétitives. Alors, l'évolution va faire en sorte que l'entreprise devient plus productive, donc la croissance de l'entreprise est au rendez-vous et parts de marché grandissent, etc. Alors, c'est quoi votre vision là-dessus? Parce que, pas que je veux m'étaler sur des études, mais il y a quand même ce mythe-là que le robot va remplacer l'humain, puis qu'un jour, on va tout être au chômage. J'exagère. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis peut-être je vais commencer avec Benoît, parce que Benoît, je le connais bien, et il est très humain comme dirigeant d'entreprise, et tu as fait une promesse à tes
à tes collègues de travail, à tes employés par rapport à l'introduction de la technologie. Puis j'aimerais ça que tu partages ça avec nous aujourd'hui. Ben, j'ai un côté très techno-passionné. Donc, quand je suis rentré dans l'entreprise, je parlais tout le temps de nouvelles technologies et comment ça nous sauverait. Rapidement, pour moi, c'est un engagement que j'ai pris avec tous mes employés. Jamais quelqu'un va perdre sa job à cause de la technologie. La technologie ne remplace pas un emploi, ça remplace une tâche. Ça donne du temps de plus qu'on peut utiliser en tant qu'employeur pour retourner vers des activités à valeur ajoutée. Puis si jamais on en vient à remplacer des emplois par un robot, c'est une paresse de se débarrasser de la personne parce que cette personne-là est mobilisée, est motivée, est avec nous depuis un temps. Dans une situation comme la crise de la main-d'œuvre aujourd'hui, cette personne-là, on la veut et on veut l'amener plus loin. Puis comme dans la réalité, quand on implante une nouvelle technologie, c'est rare qu'on le fait all around d'un coup, bien, naturellement, si on essaie d'amener une technologie qui détruit un emploi, bien, on va avoir de la résistance aussi. Fait qu'au contraire, voyons-le d'amont, prenons la technologie comme étant une façon d'amener une amélioration continue, pas juste de notre métier, de notre production, mais aussi de nos gens. Fait que c'est beaucoup plus là que nous, on s'est positionné sur la technologie pour pas que ça fasse de crainte. Mais en arrière, bien, je pense que tout le monde va le partager sur le panel. On l'a tous vécu, le changement numérique dans nos bureaux. Il n'y a plus personne qui se promène avec des papiers et des crayons pour faire leur job. Ils ont un ordinateur, puis ça n'a pas remplacé des emplois, ça leur a permis d'en faire plus puis tranquillement aller plus loin. C'est la même chose sur un plancher de production. Ouais, au niveau de la robotique collaborative, c'est un peu le même principe. Nous, de la manière qu'on voit la robotique chez Kinova, c'est vraiment collaboratif avec l'être humain. Donc, sur un plancher de production, on peut s'imaginer des bras robots qui font des tâches justement plus répétitives à moins haute valeur ajoutée versus les employés qui vont faire des tâches plus versatiles à plus haute valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est même l'inverse. Ça va faire des emplois à plus haute valeur ajoutée qui vont être même mieux rémunérés dans beaucoup de cas. Parce que le même employé va pouvoir faire plus avec la technologie. Fait que c'est vraiment comme ça, nous, qu'on amène la robotique collaborative. C'est loin d'être pour remplacer des emplois, mais au contraire, c'est pour donner une nouvelle capacité. On peut s'imaginer, dans certains cas, au niveau de la production, là, toutes des tâches qui sont faites, qu'on remplit par papier, des suivis de production qui sont faites des fois en double puis en triple. De pouvoir tout numériser ça dans des systèmes connectés, c'est de quoi que de toute façon, les employés sont contents la journée qu'on lui dit qu'ils n'ont plus besoin de le refaire en double. Fait que nous, on voit ça vraiment là, de manière très positive et pour les travailleurs et pour justement les organisations qui viennent à être plus performantes. On peut tracer un parallèle un peu avec la réalité augmentée. C'est quelque chose qu'on trace un parallèle vers la productivité augmentée où la réalité augmentée, on combine l'être humain, la machine, on amène des données directement aux yeux des personnes qui sont en train d'utiliser la technologie. La productivité augmentée, c'est un peu la même chose. C'est le cobot qui vient t'aider à faire la tâche plus répétitive qui peut créer des troubles musculo-squelettiques. On a des enjeux quand même SST. Fait que le robot fait la tâche répétitive. Le système d'information vient capter la donnée, la présenter à l'employé qui, lui, est capable de prendre des décisions à ce moment-là. Fait qu'on redéploie l'employé a pu gérer une machine comme il gérait à l'époque. Je fais ma pièce, ma machine, mais bien être capable de venir gérer des cellules de fabrication qui prennent en compte le robot, le système d'acquisition de données, le reporting, puis d'être capable de vraiment augmenter sa productivité par des données qui lui sont présentées. Puis on enlève la tâche répétitive, mais les gens, puis Benoît le mentionnait bien, les gens sont motivés, ils sont là, fait utilisons leur cerveau et puis juste leurs bras. Oui, parce qu'on investit dans le fond dans le développement de l'humain, dans la formation de l'humain. Puis ça m'amène justement, René, toi, tu avais beaucoup investi au niveau de la formation, justement dans le temps de la COVID. Là, dans les pires temps, tu as dit on va prendre le virage formation pour justement, avec la pénurie de main-d'œuvre, garder tes gens puis les faire évoluer. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de programmes qui sont sortis, dont un très important pour la formation avec Emploi Québec. Donc, vraiment, on a profité de ce moment-là, justement, pour refaire une formation sur certains équipements. On avait des nouveaux équipements, donc reformer les gens pour les amener plus loin. Donc, ça, c'est un bon coup. On aurait fait toute la planification stratégique. On aurait fait des études de marché pour planifier que serait l'après-COVID, dans ce qu'on peut aller chercher comme information, effectivement.
mais pour être capable de prendre les meilleures décisions pour se positionner pour le futur. Donc, la formation, hein, c'est de l'air de guerre. Là, on parle des employés, on parle de la pénurie. Bien, nos employés, il faut les mobiliser, il faut les former, il faut les amener plus loin encore, puis c'est ce qui fait qu'ils sont passionnés dans ce qu'ils font. Donc, tout passe par la main-d'œuvre, effectivement. Là. Et la gestion du changement, hein, parce que ça, c'est une thématique que j'aimerais passer un petit peu de temps avec vous. Justement, comment on fait ça, une gestion du changement? Parce qu'elle est plus productive, plus innovant, de passer dans changement de focus et de direction. Comment on fait ça, cette gestion du changement-là, pour s'assurer qu'on garde nos gens mobilisés? Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu justement des étapes de gestion du changement? Est-ce qu'on passe d'en haut puis on envoie ça en bas? C'est quoi la recette du succès? Nous, chez Kinova, c'est sûr que la gestion du changement, on a fait beaucoup là, depuis les 15 dernières années chez Kinova. Pour nous, ce qui est clé, c'est vraiment de le faire en collaboration avec les employés. Donc, c'est pas un projet de robotisation, c'est pas une décision qui vient de la haute direction, puis après ça, les employés live with it d'une certaine manière. Là, c'est vraiment de quoi qui est fait en collaboration. Donc, on s'assure que nos gestionnaires sont près de leurs employés, près des lignes de production, puis qu'ils comprennent bien c'est quoi leur problématique. Puis ensuite, à partir de tout ça, bien, on travaille ça en collaboration avec les employés, en ayant une bonne communication avec eux pour que les projets, dans le fond, ça vient vraiment de eux, puis ils viennent vraiment nous dire les éléments qu'eux, de toute façon, sont tannés de faire ou c'est des choses qui ne sont pas efficaces. À cette collaboration-là, vraiment, là, c'est ça qui est la clé à travers la gestion du changement. Comme ça, il n'y a pas de nouvelle machine qui arrive du jour au lendemain, mais ils ont vraiment l'impression de faire partie de la solution, puis ils sont beaucoup plus mobilisés dans ces cas-là. Donc, ça vient vraiment des employés qui voient qu'il y a une problématique, puis que c'est entendu, c'est écouté. Et par la suite, il y a des pistes de solutions, puis ils font partie là, justement de processus de collaboration, d'élaboration de nouveaux plans. Exactement. OK, je comprends. Très intéressant. Donc, vraiment du bas, puis ça s'en va vers le haut pour devenir une priorité stratégique. Si je peux rajouter aussi par rapport à ça, tu sais, souvent on parle beaucoup d'AI, de robotique. Souvent les gens pensent robotique, on pense à un robot là, qui produit 1 million de pièces par année. Mais dans notre réalité au Québec, souvent la robotique, pour y arriver, il faut plus voir ça par des petites étapes, des petits projets qu'on vient découper. Parce que si on essaie de faire la grosse machine qui coûte super cher, on risque de mettre beaucoup d'argent là-dedans pour au final avoir peu ou pas de succès. Versus si on y va plus par petites étapes, à chaque année, on regarde c'est quoi nos problématiques, on regarde c'est quoi les initiatives qu'on peut mettre en place. On a beaucoup plus de chances de succès en faisant ça comme ça, d'y aller étape par étape avec les employés. La transparence aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, oui. C'est très transparent, bien expliqué, communiqué. Exact. Fait que dans notre cas, nous, on fait un peu une revue là, de nos opérations une fois par année en allant chercher le feedback des employés, des clients. Puis à travers tout ça, on se fait un plan de match tout en le communiquant à travers les différentes étapes aux employés. OK. Gestion du changement, comment ça se passe dans les autres organisations? Moi, j'ai entendu mon mot-clé préféré pour la gestion du changement, communication. Communication avant, communication pendant, communication après. Puis moi, j'ai la théorie de la voiture électrique au niveau du changement. C'est-à-dire, on veut commencer à freiner le plus tôt possible, ce qui nous permet de recharger la batterie plutôt que d'essayer de freiner à la dernière seconde parce qu'on a mal compris. Fait que plus on crée de résistance tôt dans notre changement, plus on amène les gens à embarquer avec nous, à comprendre les problèmes. Donc, c'est vraiment de communiquer très tôt. Puis de mon côté, comme je suis techno-passionné, j'amène tout le temps la technologie d'en face des gens. Bien, ils sont obligés de voir, OK, ma job va changer peut-être un peu. Puis là, ils commencent à jouer avec l'idée, ils jonglent avec les possibilités, puis on peut commencer une communication qui est plus efficace pour vraiment adresser le problème. Parce que ce n'est pas le robot qui fait peur. C'est l'impact du robot qui fait peur. C'est ça. Communiquons l'impact du robot, les causes, pourquoi est-ce qu'il rentre là, puis je dis robot, n'importe quelle automation. On dénature tranquillement, on fait un changement, il faut que la personne le comprenne. Puis dès qu'il l'a compris, il va embarquer avec nous parce qu'on ne le fait pas pour les mauvaises raisons d'habitude. Ouais. Comment tu fais tes communications? Est-ce que tu fais ça par genre, tu envoies un courriel ou tu t'assois vraiment avec des différents groupes, tu passes les messages, toujours les mêmes messages, mais comment ça se passe? Il y a différentes formes de communication? Chez nous, là, c'est sûr, depuis le COVID, c'est un peu plus difficile, mais on s'amuse avec le dîner de la présidence, que j'appelle. Moi et ma mère, on s'assoyait tous les 3 mois avec des employés de tous les secteurs pour parler des problèmes qu'ils voient, des idées qu'on a, de l'arrivée des nouvelles technologies. Donc, on s'assurait d'avoir un bruit de fond qui était au courant. Sinon, on a toujours des équipes de pilotage quand on fait un changement. Puis ces équipes de pilotage-là ne sont pas une équipe, ce sont des représentants d'équipe qui vont chercher le pouls en arrière aussi.
Le but, c'est une approche porte ouverte parce que plus les gens comprennent puis comprennent dans leur langage. C'est souvent on communique, là, mais c'est un message émis. On s'en fout du message émis, c'est le message reçu qui est important. Donc, c'est important d'aller valider qu'il est bien compris. Puis ça se peut qu'il se crée des idées en arrière. Si on a laissé assez de temps au changement, on est capable de les rattraper parce qu'on crée une zone dans laquelle on peut communiquer. Si on ne la laisse pas, ça crée une frustration. Puis naturellement, comme le stress, l'ego sort, puis c'est là qu'on prend le pire des gens. Donc, il faut vraiment communiquer avec eux pour les embarquer, pour les amener à voir la valeur pour eux dans leur emploi, pour être capable de leur montrer qu'ils vont pouvoir mieux anticiper les problèmes aussi grâce à ces technologies-là. En fait, je peux me permettre de parler de peur. C'est l'inconnu qui fait peur en réalité, ce n'est pas la technologie. Oui. De voir un robot arriver du jour au lendemain dans l'usine, tu n'en as pas entendu parler, c'est complètement autre chose que d'en avoir entendu pendant 6 mois, puis que quand il arrive, tu sais exactement à quoi il va servir, puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ton travail. Exactement, tout à fait. René, as-tu quelque chose que tu aimerais partager avec nous sur la gestion du changement? Je vais juste donner un comparatif pour être une relève. Je peux vous dire qu'il y a eu des changements pendant 5 ans quand j'ai pris la relève de l'entreprise. Donc, oui, communication, oui, validation, que les gens comprennent bien en s'en allant vers quoi on s'en va. S'il y a des problèmes, les adresser, les régler, pas attendre d'être au bout puis créer des frustrations comme on a mentionné. Moi, j'ai fait venir des immigrants chez nous. C'était nouveau dans l'entreprise, c'était la première fois. Donc, en 2019, 5 employés qui sont arrivés, c'est de la communication, c'est rassurer, c'est mentionner pourquoi on passe par là, c'est quoi la démarche, puis comment ça va se passer, comment ça va se faire. Donc, que ça soit un robot, que ça soit un équipement, que ça soit de la main-d'œuvre, je pense que tout changement passe par la communication. Puis vous parliez tantôt comment. Je pense qu'il faut parler à nos gens. Bon, moi, j'en ai pas 300. Chez nous, c'est peut-être plus simple. Mais je pense que la communication, parler à nos gens, là, on est des humains, là, c'est important. Puis d'avoir le feedback, puis écouter. Parce que c'est beau communiquer, mais si on parle beaucoup et on n'écoute pas, peut-être qu'on manque des fils, des pistes de solutions dans ce qui se passe. Alors, donc, la rétroaction est importante parce qu'effectivement, la communication, on peut avoir livré un message. Been there, done that, on l'a fait, tick in the box. Mais il faut regarder l'impact de notre communication et aussi s'ajuster dans les messages parce qu'on pense que peut-être c'est compris puis c'est pas tout à fait ça qu'on a dit et blablabla. Là. Je comprends. C'est très, très, très important. Comment ça se passe chez Héroux Deftech? Très similaire à tout ce qui a été expliqué préalablement, là, mais c'est sûr que la COVID est venue complexifier les choses, on va se dire, puis c'est un moment où on avait besoin de communiquer extrêmement souvent. On a le principe des town halls, généralement, là, où on essaie de mettre plusieurs départements ensemble dans l'usine, d'expliquer avec notre directrice générale qui rencontrait les gens en période de pandémie où il faut que tout le monde soit à 2 mètres de distance, ça a été beaucoup plus compliqué. Fait qu'on a gagné un peu en flexibilité où on parlait à nos équipes de supervision qui, eux autres, allaient passer le message, mais on a descendu d'un niveau, si on veut, où nous, ensuite, on allait passer sur le plancher pour prendre le feedback des employés, puis peut-être rectifier un peu des fois le message qui était compris. Tout le monde, ça bougeait vite, c'était des moments qui étaient quand même assez intenses. Fait que des fois, le message était malheureusement un peu tordu ou la compréhension. Fait qu'on s'est approché de ça. On s'est approché de notre plancher, puis en même temps, ça nous permettait d'expliquer les changements technologiques qui s'en venaient. C'était quoi notre vision? Où est-ce qu'on veut aller? Fait que c'est quand même d'être proche de tes opérations, proche de ton plancher, proche de ton monde, prendre le feedback à ce moment-là. Puis le feedback, on fait ça à la semaine, on fait ça, tu disais qu'il y a différents groupes qui se rencontrent, là, mais est-ce qu'il y a une recette du succès de genre, il faut faire ça le plus souvent possible ou bien si les messages sont bons puis il y a une cohérence et on a les bons porteurs de ballon, c'est pas nécessairement la fréquence qui va faire la différence? Oui, c'est surtout par rapport au feedback qu'on reçoit du plancher. Je dirais que c'est pas mal plus là qu'on s'adapte. Mais généralement, là, si ça fait plus qu'une semaine qu'on n'a pas été faire un tour sur le plancher de production, on commence à être dû. Excellent, excellent. Le temps file, il nous reste quelques minutes devant nous, puis on a quand même aussi un petit vidéo que je vais vous montrer avant de céder la parole de fin à Michel. Vidéo sur l'initiative Productivité Innovation, je pense que c'est important de la présenter à tous nos participants. Mais comme dernière question, j'avais lu une étude du MIT
L'étude, ça s'intitule « The Work of the Future » et ça arrive un petit peu à la conclusion que c'est pas vrai qu'on va tous se retrouver au chômage, qu'on va être une société de chômage, puis que les robots vont se promener dans la rue, puis on devient inutile. Par contre, cette étude-là nous apprend que les besoins en termes de formation vont grandement évoluer. Pas être révolutionnés, mais évoluer. On a parlé un petit peu de formation avec René, qui en a profité pendant la COVID de mettre l'accent là-dessus. Comment ça se passe? C'est quoi vos stratégies de formation, chacun chez vous? Et comment voyez-vous ça évoluer pour être sûr que ça répond vraiment à vos besoins, mais aussi aux besoins de vos collègues de travail, de la force de travail? Je vais me lancer. Pour moi, je l'ai dit un peu plus tôt, une entreprise, pas d'humain, perd toute sa nature. L'ADN d'une entreprise, ce n'est pas ses processus, ce n'est pas ses procédés, ce n'est pas ses machines, c'est ses humains. Si on a des meilleurs humains, des humains plus mobilisés, bien, c'est sûr que ça va mieux. Donc, pour nous, je parlais plutôt de l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est l'amélioration continue des individus avant tout. Donc, ces gens-là, il faut les former, il faut leur envoyer des défis, il faut leur parler de petites choses qu'on pourrait faire juste pour qu'ils puissent se créer une tête autour et qu'ils aillent chercher leur propre formation en arrière. Il faut aussi, quand on va chercher des groupes, parce qu'il y en a plein, là, des experts technologiques au Québec, des centres de transfert de technologie, mais quand ces gens-là répondent à nos besoins, il faut libérer des ressources pour apprendre pendant ce processus-là. Il faut développer notre expertise interne. Puis personne ne veut rentrer au boulot puis s'en sortir. Tu sais, tout le monde, j'ai appris ma chose la journée, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Mais c'est important que ça soit tous les jours puis qu'on en fasse une motion dans l'entreprise d'amener ça à nos gens parce que c'est ça qui fait bouillir la sauce, c'est ça qui nous amène une saveur intéressante. Fait que pour moi, la formation, c'est du début à la fin. Puis s'il y a quelque chose que je peux faire pour mes employés, parce qu'on sait, garder un employé maintenant, de nos jours, c'est difficile, c'est de m'assurer que lorsqu'il rentre chez nous puis qu'il sort, il se trouve une meilleure job parce qu'il a été mieux formé puis il est mieux qualifié que simplement fuir le bateau. Et pour moi, c'est très, très important, la formation. Donc, ça fait partie d'une de vos priorités stratégiques. C'est dans votre ADN, dans le fond. Je comprends. On a parlé un petit peu chez vous, René? Bien, tant qu'à moi, c'est un incontournable. Je veux dire, si on ne forme pas, bien, on n'avance pas. Donc, moi, j'ai toujours dit, si vous avez des besoins qui se relient à ce que vous vivez, dites-les. Moi, je veux dire, la formation, je ne suis pas conso, autrement dit, je suis très, très, très ouverte. Puis, il y a des situations qui nous amènent à former plus pointu. Il y a des achats d'équipements qui nous amènent à avoir des formations plus pointues. Mais tant qu'à moi, une formation peut être continue. Puis, c'est notre succès, là. Si les employés prennent du retard, comment peut-on être mieux? Comment peut-on produire mieux puis s'améliorer? Donc, moi, je pense qu'il y a des situations constantes qui nous amènent à former et à continuer. Oui, moi, je pense effectivement que la formation, c'est clé là, pour tous les employés, pour toutes les entreprises. De toute manière, on parlait beaucoup de technologie. Fait que c'est sûr que dans le domaine de la technologie, il faut que les gens apprennent ces technologies-là puis se forment pour devenir plus compétitifs. Je mentionnerais peut-être aussi même plus que la formation au niveau de l'écosystème au Québec puis au Canada. Je pense que c'est tout important d'avoir un écosystème qui fait que, oui, il y a une formation à l'intérieur d'une entreprise, mais que les entreprises s'aident entre eux autres. Parce que nous, en technologie, là, on fait des visites de manufacturiers beaucoup. Autant qu'on voit des exemples d'entreprises qui ont réussi des super beaux succès d'industrie 4.0, de robotisation, mais malheureusement, on en voit encore aujourd'hui trop peu. Puis il y a beaucoup de PME au Québec. Fait que je pense que c'est pas juste c'est oui de la formation, mais c'est aussi s'entourer de l'expertise que dans certains cas, on n'a pas. Pour que ces exemples-là qu'on voit dans quelques entreprises, que la majorité des PME comprennent mieux ces technologies-là, comprennent mieux aussi c'est quoi les outils qui sont disponibles pour les aider à amener de la technologie. Fait que nous, on aide certaines entreprises pour arriver à ça, mais clairement, il y a encore un gros gap au Québec par rapport à ça. Oui, puis je dois d'ailleurs te remercier parce que tu as fait partie d'une de nos entreprises hôtes pour le Lab Productivité Innovation, parce que dans l'initiative Productivité Innovation, il y a le volet accompagnement. Et dans le volet accompagnement, quoi de mieux que d'avoir des entreprises qui ont du vécu, qui aident les autres entreprises à passer à l'action. Et puis, ça a été un succès, ce Lab Productivité Innovation-là qu'on a fait avec Innova. Un grand, grand merci. On va en faire, je pense qu'on est rendu à notre 11e Lab Productivité Innovation. On veut se rendre au moins à 20, je dirais, au cours de la prochaine année.
Et puis, je vous regarde tous parce que probablement on va vous demander à un moment donné d'être une entreprise autre puis de recevoir d'autres PME pour les aider à passer à l'action au niveau de la productivité et de l'innovation. Formation chez Héroux-Deftech, est-ce que y a-t-il des formateurs internes? Comment on fait ça, surtout que c'est une entreprise très technologique? Oui, mais on le fait sur 2 volets. On s'est accompagné par des centres collégiales de transfert technologique. Ça, c'est un des aspects. On essaie de rester proche de notre milieu académique, ne serait-ce que par l'embauche de stagiaires qui viennent des universités. Ça nous permet de garder un lien direct à ce niveau-là. On travaille beaucoup avec les centres de transfert technologique collégial qui viennent des fois apporter un complément à notre expertise. Souvent, la technologie évolue vite. On est capable de rester dans la vague, mais pas être nécessairement au sommet de la vague. Alors, les centres de transfert technologique, eux, souvent, ont les experts qui sont justement capables de faire le lien entre l'académique, recherche fondamentale, puis l'application. Puis, on formalise un peu plus notre processus de formation. On était évidemment là, beaucoup avant dans le compagnonnage, où on voyait là, que ça peut prendre 2, 3, 5 ans avant d'être capable de former quelqu'un. Mais là, ce qu'on veut être capable de faire, c'est de justement d'avoir des formateurs internes, mais d'être capable de le faire en continuant de produire. Donc, ce n'est pas d'alourdir le système d'une façon purement théorique, mais d'être capable de faire une combinaison de un peu de théorie combiné à beaucoup de pratiques, mais accompagné à ce moment-là avec un processus un peu plus formel qu'on appelle les 4 phases. Là. Donc, vraiment d'être capable de passer au travers d'une série de phases pour pouvoir dire cet employé-là est maintenant qualifié sur tel procédé. On peut le laisser voler de ses propres ailes. C'est intéressant parce que dans le fond, après ces formations-là, est-ce qu'on peut dire même qu'il pourrait avoir une nouvelle formation académique qui pourrait en découler? Un jour, allez-vous vous rendre là? On regarde, surtout dans le domaine du plaquage, du traitement de surface, c'est quelque chose que l'EMAM donnait à une certaine époque, qui ne donne plus. Donc, c'est tout le burden, pour faire du meilleur mot en français, et sur nous pour faire la formation de ces employés-là. Donc, oui, on regarde à voir comment on est capable de créer de maintenir ce skill set-là. Le temps file. Il nous reste un petit peu de temps pour notre vidéo sur l'initiative Productivité Innovation d'Investissement Québec. Mais avant de passer à ça, je voulais vous remercier. Premièrement, j'ai adoré notre conversation. C'était vraiment une conversation. C'était ça l'idée. Hein? C'est plus un échange et non question-réponse, question-réponse. Alors, vous êtes tous des dirigeants d'entreprise vraiment inspirants. Puis un grand, grand, grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Alors, sur ce, je vais demander à l'équipe de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain pour visionner notre vidéo et ensuite, Michel va prendre la relève pour le mot de la fin. Propulser la compétitivité et accélérer la croissance des entreprises d'ici, c'est la mission de l'initiative Productivité Innovation. C'est fort du succès du manufacturier innovant qu'Investissement Québec poursuit ses efforts vers un autre objectif ambitieux. Nous souhaitons que davantage d'entreprises du secteur manufacturier et de secteurs d'activité connexes passent à l'action en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et en adoptant de nouvelles technologies. Joignez l'initiative et osez aller plus loin pour accroître votre compétitivité par la productivité et l'innovation. L'initiative Productivité Innovation soutient les dirigeants d'entreprises dans leur transformation numérique. Comment? Avec des conseils avisés pour démarrer un projet d'innovation, une nouvelle solution financière aux conditions flexibles, des événements inspirants et riches en informations, l'accès à des ressources ainsi qu'à un réseau de partenaires et d'experts. Toute une gamme d'outils destinés à accélérer vos projets d'innovation. Posez des gestes concrets pour augmenter la productivité de votre entreprise. Vous avez des projets d'automatisation, de robotisation, de numérisation, d'intelligence artificielle ou d'interconnectivité? Découvrez des outils et des ressources pour les réaliser. Nous sommes tous interreliés et interdépendants. En augmentant votre compétitivité par la productivité et l'innovation, c'est tout votre réseau de partenaires et de fournisseurs que vous influencez et propulsez. Pour l'avenir de votre entreprise, pour vos clients, vos employés, votre relève et votre région, pour un Québec plus innovant, plus productif et plus compétitif, il est temps de passer à l'action avec Productivité Innovation.
une initiative d'Investissement Québec. Alors, j'ai le plaisir de refermer ce moment qu'on a passé ensemble. D'abord, je tiens à vous remercier. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, mais j'ai trouvé ça rassurant aussi. J'imagine qu'on est ici avec des entrepreneurs qui sont à la fine pointe de tout ça dont on a discuté, mais je me disais, tout le monde au Québec, toutes les entreprises au Québec peuvent faire ce que vous faites vous-même, c'est-à-dire à la fois d'être innovant, de prendre soin de notre monde et éventuellement de regarder ce qui s'en vient avec confiance parce qu'on pose les bons gestes. J'écoutais Sylvie, puis Sylvie qui disait je suis allée sur le plancher, je ne suis pas encore allée, mais je vais y aller. Puis je me disais, qu'est-ce qu'elle est chanceuse? Il y a des jobs le fun dans la vie. Là, la mienne, elle ne me permet pas d'aller autant sur des planchers, mais je trouvais ça très intéressant. Puis ça mettait en évidence aussi toute, je pense, cette sensibilité à la nécessité de l'accompagnement. Et c'est, pardon, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. C'est, je pense, un signal très, très puissant que cette relance-là va se faire si on réussit à la fois cette transition, c'est donc ça, c'est les entrepreneurs, mais aussi tout cet accompagnement qui est absolument essentiel. J'ai pris grand plaisir aussi à écouter Véronique. Je trouve que Véronique a le don d'expliquer clairement les enjeux et d'amener les solutions toutes simples. Et c'est clair qu'ensemble, on va falloir qu'on pousse dans la même direction. Je l'écoutais parler de la nécessité de s'assurer que les incitatifs sont plus généreux pour que les investissements en innovation, en recherche et développement là, qui doivent se faire dans les prochains mois, bien, qu'on ait un grand mouvement d'innovation. Je l'écoutais aussi parler de la main-d'œuvre. C'est clair que tout l'enjeu des travailleurs temporaires, et là, c'est le fédéral, il doit y avoir des ajustements. Puis il faut aussi regarder de front nos enjeux d'immigration. Là, on a parlé des seuils, puis on avait une certaine frilosité collective sur nos seuils, mais il va falloir regarder ça parce que les besoins de main-d'œuvre vont être criants partout. Ils le sont déjà dans vos entreprises. Et je l'écoutais aussi parler de la nécessité de regarder vers les marchés internationaux. Normalement, là, tous les manufacturiers innovants, là, on se poserait la question, on est-tu à Hannover Messe dans quelques semaines? On n'y est pas allé l'année dernière parce que ça a été annulé. Mais à un moment donné, il va falloir retourner dans le trafic. Il va falloir retourner voir les distributeurs, comme disait Véronique, les clients potentiels. Si on veut amorcer nos stratégies, il va falloir commencer quelque part. Et ça doit se planifier maintenant. Je le parlais d'entrée de jeu, la vaccination commence. On peut se dire, est-ce qu'en septembre, on est tous vaccinés? Est-ce qu'il y a un passeport vaccination qui va nous permettre de voyager? Mais tout ça, c'est des réalités qui s'en viennent. Et donc, moi, j'écoutais René qui disait qu'en pleine pandémie, on s'est tapé un exercice de planification stratégique. Et ça m'a impressionné parce que nous, la Chambre, on l'a suspendu en se disant, il y a trop de brouillard. On n'est pas assez sûr qu'on va faire un exercice qui va nous permettre de voir venir correctement, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont dit, pandémie ou pas, on fait l'exercice. Puis je pense qu'au niveau de l'exportation, là, tout le monde devrait se dire, c'est quoi mon plan à l'exportation, mon plan de redémarrage? Donc, il y a beaucoup de chantiers. On va travailler tous ensemble. Je vais simplement terminer avec 2-3 petits messages. D'abord, il y a un atelier sur le manufacturier qui est présenté par Desjardins qui va se tenir sous peu. Là. Je vous dis, Cindy Dandurand, coprésidente de ADFAST, avec Yves Dandurand, président de ADFAST, Daniel Valois, qui est conseiller expert d'affaires, innovation et technologie chez Desjardins Entreprises, et à l'animation, Yacine Lafare, qui est conseiller principal stratégie d'affaires, c'est Desjardins Entreprises. Je pense que ça peut être un atelier très intéressant pour poursuivre sur les discussions qu'on a eues jusqu'ici. Et je vous fais aussi un petit clin d'œil promotionnel, en fait deux. Le 31 mars prochain, on tient un événement semblable sur le domaine de l'agroalimentaire, toujours donc dans Relançons Montréal. Et j'ai fait un mea culpa public, j'ai dit on n'a pas accordé assez d'importance jusqu'ici dans tout notre grand mouvement sur l'agroalimentaire, qui est un des secteurs cruciaux pour notre économie et pour notre qualité de vie, notre société. Et je vous invite finalement le 10 mars, ça c'est dans quelques jours, où on aura un déjeuner causerie avec Mylène Drouin, qui est la directrice générale de la santé publique de la région de Montréal. Et ce sera l'occasion aussi d'examiner les possibilités qui s'en viennent du point de vue de la santé publique, notamment au niveau de la réouverture de nos activités, du déconfinement. Alors, sur ce, je vous remercie encore une fois. Merci Véronique, merci Sylvie, merci nos panélistes et je vous dis à bientôt tout le monde.